Une personne blanche qui prend de la place, on va penser qu'elle est badass, qu'elle sait plein de choses. Une personne racisée qui prend de la place, elle va juste être en colère et dérangeante. Parlons culture. Oui, faire famille autrement, réinventer les codes de la famille, c'est forcément politique. Parlons queer. Et souvent, ce qui est mal pris par les gens, c'est qu'ils ont l'impression que si on n'est pas d'accord avec eux, on les réfute en tant qu'êtres. Produit par Tilt. Effectivement, une dimension de responsabilité collective qui est prise en charge, disons, à bras-le-corps en justice transformatrice. En fait, on a la charge de penser en permanence la question raciale, charge dont les personnes blanches sont dispensées. De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons culture, parlons queer. Ce matin, on accueille Mac Lévesque à midi et demi pour discuter avec nous de sobriété, pourquoi faire ce choix et comment le mettons en place. Avant la pause musicale, on a parlé de notre rapport à l'alcool, de ce qui nous a amené à arrêter de boire ou de consommer moins, du Dry January et des inconvénients de la sobriété, du moins des difficultés qu'on rencontre quand on fait ce choix. Pour parler d'arrêter de boire de l'alcool, il existe plusieurs mots pour en parler. Abstinent, abstinente, être sobre, je suis sans alcool, je bois pas, je bois plus, pour parler du fait de plus boire du tout. Ou dire, je fais une pause, un break, je fais le Dry January, je fais attention, quand on souhaite contrôler ou réduire sa consommation. Ou encore, je suis straight edge, ce qui est moins connu sans doute en France, mais issu du mouvement punk des années 80 de la scène états-unienne et anglo-saxonne, promu par plusieurs groupes issus du punk rock, un milieu relativement blanc et masculin, qui prônait la non-consommation d'alcool et de drogue et de sexe pour certains. On a partagé les inconvénients et les difficultés face à nos consommations d'alcool, et moi je voulais vous poser cette question pour recommencer, c'est qu'est-ce qui vous inquiète? Vous inquiétez le plus quand vous pensez à votre consommation d'alcool? Quand on buvait ou... Ouais, enfin, qu'est-ce qui t'inquiète le plus quand tu penses à ta consommation d'alcool? Ouais, moi, je pense que c'était vraiment l'impossibilité de m'arrêter. Enfin, il y avait un truc de... je buvais et ça commençait dès le premier verre. Vraiment, cette petite pointe d'euphorie qui commençait à monter. Et parce que je pense qu'en fait, fondamentalement, je ne tenais pas l'alcool. Enfin, c'est vrai, et je le sentais immédiatement, en fait, l'altération dans mon corps, de mes sens. Je pense que cette première partie de tipsy, pompette, que j'adore, et qui en fait, m'emmenait dans un engrenage et pour arriver jusqu'à vraiment l'ivresse, la déconnexion totale. Et je pense que ça a aussi déclenché, en fait, ces dernières années, vraiment une connexion entre le fait de consommer de l'alcool et consommer d'autres substances. Et où, du coup, en fait, aller boire un verre avec un ou une pote se transformer en soirée jusqu'à 5h du mat, à consommer plein de choses, à rentrer chez moi, la tête à l'envers. Ça m'a vraiment inquiétée. Je me suis dit, ok, en fait, je suis pas capable d'être cette personne qui peut aller boire un verre et rentrer chez moi. Et voilà, ça y est, je passe à autre chose, quoi. Et pourtant, voilà, il y a vraiment ce truc, cette injonction à la modération, en fait, que j'ai senti hyper forte de, il faut moins boire, il faut se contrôler. Donc, j'ai essayé de compter le nombre de verres que je buvais, de prendre des demi ou des pintes. Et en fait, ça marchait jamais. Ça marchait jamais. Bon, après, entre-temps, grâce au podcast là de Vivons heureux avant la fin du monde, j'ai appris que ça relevait pas que de moi, individuellement, et de ma volonté, mais que c'est tout un circuit, en fait, de récompense et de dopamine de mon cerveau. Et du coup, le fait d'avoir aussi une explication physiologique, je pense que ça m'a fait du bien, ça m'a permis de déculpabiliser, de sortir un peu de cette comparaison de, Bidule arrive à boire qu'un seul verre ou deux et à rentrer chez elle, lui. Moi, je suis incapable de faire ça, et dans un truc un peu d'autoflagellation, mais je pense que c'est vraiment ça, ouais, cette envie irrépressible d'aller jusqu'à l'extrême et jusqu'au blackout qui, moi, m'a vraiment inquiétée. Et les lendemains, je pense que c'est assez... c'était pas été dès le début de ma conso, mais j'ai vraiment senti ces 3-4 dernières années l'impact sur ma santé mentale les lendemains et pendant 3 jours d'instabilité émotionnelle, de colère excessive, d'un coup me mettre à super mal parler à mes proches le lendemain juste parce que je suis mal, en fait, dans mon corps. Et ça m'a inquiétée, quoi.
Moi, je pense que ce qui m'a inquiétée, c'est quand je repense là à ce truc des 100 jours et tout, c'est la dépendance. C'est la peur de la dépendance, mais parce que je pense aussi elle est inscrite de façon familiale et que du coup il y a un truc aussi de traumatisme intergénérationnel qui se réplique comme ça à l'infini, où du coup ça t'échappe complètement aussi. Enfin, t'as beau lutter, en fait tu luttes contre des choses qui sont trop grandes pour toi. Quand on prend en plus que le versant intergénérationnel et même pas qu'est-ce qu'on est en train de faire collectivement, qu'est-ce qu'on fuit collectivement, pourquoi est-ce qu'on boit parce que le monde va trop mal et qu'en fait finalement c'est le seul truc sur lequel on se sent d'agir, c'est en fait entrer dans des trucs d'autodestruction. Moi je pense que j'ai un rapport autodestructeur à la consommation et que j'ai un rapport d'autodestruction, de satisfaction en fait, d'autodestruction que si je grossissais le trait, c'est ben voilà, si je peux pas détruire le capitalisme et la suprématie blanche, je peux au moins me détruire moi, quoi. Et d'être très satisfait par cette pensée-là, voire rassuré. Alors, il y a une espèce de truc, celle-là, je le dis de façon un peu brutale, mais c'est quelque chose d'inconscient, voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose de... en fait, finalement, en choisissant de perdre le contrôle, en fait, on choisit quand même quelque chose pour soi. Et que du coup, moi, en t'écoutant, Amy, je me suis dit... ce que tu disais il y a quelques minutes... je me suis dit, mais en fait, c'est fou parce qu'en fait, l'alcool, ça fait re-rentrer en soi d'une façon... je trouve que ça remet un cadre hyper individualiste, en fait, à ce qu'on est en train de vivre, à ce qu'on vit. Et que moi, quand je dis, il n'y a rien qui me donne plus envie de boire que des questions des échecs politiques, les questions de génocide, les questions de violence policière, où on a l'impression de pas avoir de prise avec la violence, en fait. D'un seul coup, je trouve que en fait, se dire bon bah voilà, on va se détruire soi, on va avoir un rapport cathartique à ça, ça me fait un effet de revenir à une forme d'individualisme, de traiter, de se traiter quoi, comme on peut, en n'arrivant pas à se repositionner collectivement. Mais d'ailleurs, historiquement, l'alcool ayant été un génial outil d'annihilation de peuple, de la volonté de lutte de peuple, de contrôle en fait des populations pauvres, racisées. Enfin, je pense que je veux dire, je suis pas dans un déloulou comme ça en disant ça quoi. Mais donc ça, je pense que ça me fait peur, par exemple. Ça m'inquiète. Ça m'a inquiété de me dire oh là là, mais en fait. Peut-être que je participe en faisant cette catharsis-là à quelque chose qui permet au monde tel que je le connais de continuer à exister, quoi. Ouais, moi je trouve, ça me fait écho ce que tu dis dans le sens où la société en fait elle produit énormément de violence de la part de sur quoi elle repose et comment elle est construite, et ces violences aussi elles nous impactent en fonction de qui on est et de où on est né, dans quelle classe, et en fait du coup il y a aussi... Et l'alcool est valorisé, c'est ancré socialement, c'est valorisé culturellement. Mais quand on est alcoolique, ça devient problématique. Et du coup, c'est un problème, c'est à nous, c'est notre problème individuel, c'est une maladie. Alors qu'en soi, il y a quand même un truc collectif et un problème sociétal de base. Et donc, ça me faisait penser à ce que tu disais. Et moi, si je reprends la question, ce qui m'a inquiété ou ce qui m'inquiète, je crois que c'est... dans le fait, quand je pense à ma consommation d'alcool, ou quand je suis sous, c'est de plus me reconnaître, en fait. Et il y a ce truc de perdre le contrôle, et du coup de soit impacter des gens auxquels je tiens, ou soit de faire des trucs contre lesquels je suis pas du tout ok, ou de... Enfin voilà, ça va être puisque ça va venir toucher mes capacités de réflexion, de respect ou de limite, ça peut arriver. Je m'inclus dedans, et en fait j'ai pas envie d'être cette personne là, et du coup je crois que ça me fait vachement peur. Voilà. Non mais tu vois, ça me fait penser aussi à tous les rapports soit tous les rapports que t'as pu avoir, là je parle de rapports sexuels quand t'es sous, ou même la séduction, enfin tu vois, tout en fait, est-ce que ça vient il y a un truc c'est comme un espèce de gros filtre en fait, et du coup
Moi, quand j'ai arrêté de boire aussi, ça a vachement révolutionné et impacté ma manière de relationner. Parce que toutes les dernières relations que j'ai eues ces dernières années, en fait, il y avait ce truc de... quand soit je faisais le move d'aller voir la personne pour lui dire qu'elle me plaisait, et j'étais plus sous. Ou quand je la draguais, j'étais pas sous non plus. Ou quand je me mettais mes petits sentiments sur un plateau, voilà, c'était moi sobre et tout. Ce qui est bien plus challengeant, mais en même temps, c'était 1000 fois mieux, quoi. Je sais pas, il y a un truc de... c'est venu même... Voilà, ça révolutionne plein de petits endroits de ta vie, mais en même temps, t'as l'impression d'être... Moi, j'avais l'impression d'être plus authentique parce que j'étais moi à 100%. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant ce truc de... je pense pour moi, c'est aussi une grosse question de... comment est-ce que je vais briser le consentement de quelqu'un d'autre parce que je suis totalement altérée et que j'arrive plus à lire en fait l'environnement, à voir que la personne elle a pas envie, et que moi je suis totalement dans ma bulle et que je calcule rien, et en fait ça va complètement à l'inverse de tout ce en quoi je crois en fait pour rendre la fête plus safe. Et d'avoir été... et j'ai l'impression d'être dans une grande hypocrisie aussi, parce que j'ai énormément travaillé dans la prévention et lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel en milieu festif. Et du coup, de me retrouver dans ce truc de... en fait, je suis dans un état tel que je ne suis plus en capacité de comprendre que la personne en face de moi, elle n'a pas envie. Moi, ça me faisait des nœuds dans le cerveau, quoi. Je me dis, en fait, c'est plus possible de relationner de cette façon-là, quoi. Et rappelons-le, du coup, l'alcool n'est absolument en aucun cas une excuse, et même au point de vue de la loi, c'est une circonstance aggravante. Voilà, je le rappelle. Parce qu'en fait, c'est quand même inscrit dans la loi que tu sais que de boire, ça implique des comportements à risque, et du coup, c'est considéré comme une circonstance aggravante. Donc c'est pas une excuse de dire j'étais bourré des os. Non, c'est clair. Ok, et du coup, on en a un peu peut-être déjà commencé à l'évoquer. Mais moi, je me demandais, durant les périodes où vous avez arrêté de boire ou en ce moment, en fait, qu'est-ce que vous avez déjà essayé pour gérer votre conso ? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour arrêter de boire ? Moi, j'ai fait ce que j'ai remarqué récemment, c'est pour pas me laisser embarquer par le flow. Ce que je disais tout à l'heure, là, de tout le monde commande moi ci, moi ça, moi ci, moi ça. C'est j'arrive en avance et je commande au bar. Ou je dis que je sais pas et je vais ensuite seule au bar. Et du coup, j'ai aucune pression sociale et je commande une bière sans alcool ou un soft. Ça a pas mal marché. Après, là, j'ai l'impression d'être un peu à nouveau dans mes prémices. Et du coup, il y a un peu plein d'espaces dans lesquels je vais plus. Pour l'instant, parce que je me sens pas assez solide. Et je sais que j'ai l'influence très facile. Petite éponge émotionnelle que je suis. Dès que je suis un peu frustrée ou en colère, hop, je me dis, banco, je bois un verre, tant pis. Et du coup, pour l'instant, c'est un peu... de prendre du temps avec moi-même et de essayer de réinventer les espaces de sociabilisation. Et ça passe par aussi nourrir d'autres relations. Parce que ça, c'est un des inconvénients, c'est dont j'ai peut-être pas trop parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment pour moi la difficulté de me réinventer dans un groupe dans lequel j'ai été la maxi fêtarde et où j'ai cette étiquette depuis le début. Et en fait, de rester dans le même groupe et de changer ce paradigme, je trouve ça hyper dur. J'ai du mal à me réinventer, et du coup, j'ai l'impression que de créer de nouveaux liens totalement en dehors de ça, c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est, a clean slate, et du coup, je peux écrire ce que je veux dessus. Mais voilà, j'aimerais bien bosser dessus pour pas à chaque fois devoir changer toutes mes relations sociales. Prochain sujet pour ma psy, voilà. Moi, ça va avec ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire, je dirais qu'il y a plein de trucs et astuces pour moins boire, arrêter de boire. Moi, je dirais que le meilleur truc et astuce, c'est de se faire accompagner, de prendre la question très au sérieux,
franchement, en fait, de travailler profondément sur pourquoi est-ce que tu veux arrêter de boire, qu'est-ce qui est là-dessous, en fait. Parce que j'ai l'impression que si tu traites pas, si tu te tapes pas avec ce problème-là, bah en fait, de toute manière, ton addiction, elle change pas. Et ton rapport à ton addiction change pas profondément. Donc en fait, tu vas toujours essayer de t'échapper de ta relation comme vraiment une relation toxique en fait. Donc je dirais que moi, le conseil que je pourrais donner pour arrêter de boire, ce serait de faire un travail sur soi, qui est un travail des fois ultra difficile à faire et que toutes les personnes n'ont pas les moyens de le faire, faut le rappeler. Et donc en fait, c'est aussi ok de continuer à boire parce qu'on n'a pas d'autre solution en ce moment. Moi, j'ai la certitude que tant qu'on n'a pas la place de faire ce travail-là, on peut pas changer son rapport avec l'alcool ou avec une autre substance ou avec une relation ou avec tout ça. Je dirais ça. Super conseil. Mais ouais, moi je me suis dit, j'ai remarqué que j'avais tendance des fois à compenser une addiction par une autre. Bien sûr. Voilà, soit par la drogue ou le sucre. Et moi, mon truc pendant tout un temps, c'était de me préparer des super soft énergisants maison pour tenir tout le long de la soirée et avoir des paquets de bonbons. Parce que du coup, je me faisais des high sugar durant la soirée pour rester éveillée. Et aussi être avec des gens avec qui je rigole beaucoup. Du coup, je peux tenir toute la soirée et c'était grave ok. En fait, il y a ça aussi. L'environnement social compte énormément pour moi. Comme toi, je suis très influençable. Mais mais c'est vrai qu'en fait, le fait de... Tant que t'es pas allé te confronter derrière à qu'est-ce qui se passe, en effet, je pense que ça reste du surface, en fait. Et c'est ok. Mais du coup, je pense que t'essayes de mettre des pansements et des stratégies mis en place, quoi. Ouais. Parce que Claire Touzard, elle dit dans son bouquin que en fait, arrêter de boire, c'est le début du processus. C'est pas la fin d'un truc, mais c'est vraiment le début du processus d'aller creuser en soi. Ok, en fait, qu'est-ce que j'ai voulu cacher, qu'est-ce que j'ai voulu anesthésier, et en fait, il y a tout ça qui ressort. Il y a aussi beaucoup de joie, en fait, de se redécouvrir. Dire, ok, en fait, je suis vraiment drôle en soirée, même si je suis sobre. Ok, je suis capable d'avoir des vraies conversations profondes et de me rappeler de l'entièreté de cette conversation. Enfin voilà, c'est un peu... j'aime beaucoup l'image qu'elle a donnée de l'oignon, en fait, et que petit à petit, on enlève des couches et des couches pour vraiment se rencontrer. Et moi, ça, je trouve ça hyper précieux, quoi. Justement, pour continuer de parler de Claire Touzard, pour introduire ma prochaine question, j'aimerais bien qu'on écoute un extrait d'une capsule sonore du podcast Noctambule, où Claire Touzard, de nouveau, vient nous partager comment son rapport à la fête a changé lorsqu'elle a arrêté de boire. J'ai dédié une partie de ma vie à la fête, on peut dire. Vraiment, j'ai été une énorme fêtarde, mais très tôt, dès mon adolescence, puisque je suis issue d'une famille de fêtards. On peut dire que récemment, ça s'est un peu calmé, mais je fais toujours la fête, juste très différemment. Déjà parce que je bois pas. Je bois plus, donc ça change un peu mon rapport à la fête, puisqu'avant je buvais, en fait je sortais beaucoup et souvent pour me mettre dans des états un peu seconds, on va dire, et c'était dur de dissocier pourquoi je sortais en fait. C'est-à-dire qu'en fait je pense qu'il y a plein de sorties qui étaient quand même très liées à l'alcool, et aujourd'hui je sors juste parce que j'ai envie de sortir, et en fait c'est assez agréable parce que du coup le fait de dissocier complètement l'alcool de la soirée fait qu'on va à la soirée pour les bonnes raisons, je trouve. Après moi je suis pas du tout du genre à bannir l'alcool ou les substances, etc. Mais en tout cas, pour moi, ça m'a un peu mis au clair avec ça. Surtout qu'en fait, je me suis rendu compte que je buvais beaucoup parce que j'étais phobique sociale aussi. Et que, en fait, ça m'aidait à aller vers les autres, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est un autre travail. C'est-à-dire que, quelque part, j'y vais parce que je suis sûre que je vais rencontrer des personnes qui vont me mettre à l'aise. Alors qu'avant, parfois, je m'infligeais à des soirées où je savais clairement que j'allais pas être à l'aise, mais je buvais beaucoup pour y aller. Donc, quand je vous dis que ça a tout changé, c'est que vraiment, oui, ça a tout changé dans mon rapport à la fête. Dans cette capsule, on comprend que l'alcool était comme une béquille sociale. Ça lui permettait de fonctionner en société grâce à l'effet désinhibant, mais que lorsqu'elle arrête, sa stratégie pour aussi ne plus boire, c'est de trouver des contextes sécurisants pour socialiser sans alcool. Moi, ça m'a fait écho et je me suis reconnue dans ce qu'elle partageait, dans le fait de se rendre compte de ses angoisses sociales, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le courage liquide que l'alcool te donne
des automatismes qu'il y a à boire en soirée et que pour moi ça relève beaucoup du social et que l'envie réelle de boire, enfin, voilà, j'ai réalisé que c'était vraiment très social quand j'ai arrêté. Et du coup ça me donne envie de vous demander qu'est-ce qui a été le plus surprenant pour vous quand vous avez arrêté de boire en fait, quels sont les avantages que vous avez découverts. Voilà, on a parlé des inconvénients, maintenant on peut parler des avantages, on a déjà commencé un peu à en parler. Je pense que moi, il y a un rapport à l'authenticité qui a été révélé comme ça, où je me suis dit, en fait, c'est comme si j'assumais d'un seul coup dans ma vie que ce que je cherchais, c'était un rapport authentique à un maximum de choses autour de moi. Donc, aux gens avec qui j'étais, à mes pratiques artistiques. En fait, c'est drôle parce que ça aussi coïncide avec un moment où j'ai retrouvé une relation avec Dieu qui est hyper importante pour moi, qui est assez centrale en fait aujourd'hui dans ma vie aussi. Donc je dirais que ça c'est le principal. Enfin, il y a une sensation et qui est une sensation d'alignement un peu total. Enfin total. Bien sûr, tout le monde a des contradictions, tout le monde est confronté à gérer ses paradoxes et enfin, je veux dire, personne n'est un saint ou une sainte quoi. Mais en tout cas, d'avoir la sensation d'œuvrer dans ma vie à ce que les choses soient alignées entre elles. Et après, moi, il y a un espèce de truc où j'ai l'impression de mieux me connaître, de connaître, en fait, de connaître my true self. Mais ça, c'est assez valorisant, en fait, de se dire, ok, en fait, je suis capable de retrouver un rapport à son propre consentement. Qui est quand même, je trouve que là on a effleuré le sujet, mais je trouve que c'est hyper difficile à faire de se dire ok, si j'y vais pas c'est parce que j'ai pas envie, si je fais pas cette activité c'est parce que j'ai pas envie, et en fait je me sens bien avec ça. Et moi je trouve qu'il y a alors le meilleur exemple, enfin que ça c'est symbolique mais ça peut réparer des choses qui sont profondes, de se dire ok en fait ma limite c'est ça, ce que j'ai envie pour moi c'est ça, je me sens capable de l'exprimer, je fais un travail sur le fait de le communiquer, et du coup de se réparer aussi des choses, des agressions sexuelles, des viols, enfin ça c'est aussi une façon, je trouve que moi en tout cas ça a été un chemin pour ça. Un des meilleurs exemples que j'ai, c'est quand j'ai arrêté de boire, j'ai découvert le JOMO, The Joy of Missing Out. J'adore. Voilà. Et en fait, le JOMO, ça a fait penser, je trouve, à une sensation que moi j'ai eu enfant, parce que moi aussi je viens d'une famille où mes parents faisaient des grandes fêtes et tout ça, et où du coup quand t'es enfant et que tu dors sur une pile de manteaux dans une chambre et que t'entends la fête au loin, mais que toi t'es fatigué et tu t'endors là-dedans et tu y participes pas. Il y a une sorte de... Moi, ça a fait un truc de... une sensation, genre vraiment physique, de réconfort, de me dire j'entends la fête au loin, mais moi je suis dans mon lit, je me suis douchée, je suis en pyjama, ça m'est arrivé d'être en festival à 3h du mat, d'aller dans mon camion et de lire un livre et d'entendre le sound system au loin, et toi t'es dans ton camion et t'es dans ta meilleure vie. Mais en fait ça, je veux dire, c'est parce que moi j'ai envie de ça. C'est tout à fait ok d'avoir envie d'autre chose pour soi, mais en fait cette sensation de se dire ah ok j'ai envie de faire ça, vas-y je le fais, tu vois, parce que dans tous les cas ça n'a d'influence que sur moi. La sensation elle est trop cool quoi, on se sent trop bien avec soi. Donc ça c'est un truc, enfin c'est quelque chose de très très petit et très individuel, enfin tu vois, cette sensation d'être dans ton lit ou dans ton camion, tu vois, et d'être là, t'es trop bien, the joy of missing out, mais c'est une grosse récompense quand même. Ouais, c'est clair. J'adore, ça me parle de ouf. Pour moi, non mais vraiment, et pour moi c'était la fin des gueules de bois, et ça a révolutionné ma vie. Et je pense que ces dernières années, elles sont devenues très très dark. Et elle durait longtemps, plusieurs jours, et elle me mettait vraiment dans des états dépressifs, alors que, enfin voilà, et c'est un état que j'essaie de fuir le plus possible, ce qui est aussi questionnant, mais bon. Et du coup, enfin, ma dernière salle de sport, elle se trouvait rue Bayard, juste à côté
d'un after club qui ferme à 11h midi. Et du coup, moi, le week-end, j'aime bien me lever tôt. J'adore me lever tôt et j'adore aller au sport tôt le matin. Et du coup, j'arrivais à ma salle de sport et il y avait tous les gens et ça sentait vraiment l'alcool sur plusieurs mètres dans la rue. Et je voyais les gens complètement altérés et je les jugeais pas du tout. Mais juste, moi, j'avais cette fierté individuelle de me dire « Ah, je suis plus dans cette phase-là. Et moi, je vais faire du sport et ça me fait du bien. » Et vraiment, ça, c'était ma grande récompense de vraiment effet miroir, quoi, de ma vie d'avant et de ma vie de maintenant. Pas du tout dans une démarche de développement personnel, mais juste de bien-être et de faire ce que j'ai envie, en fait, exactement comme tu dis. Un des autres avantages, c'est le temps libre que j'ai découvert. Du coup, d'avoir plus de journées où je suis au fond de mon lit pendant 12 heures à binge-watcher. Je le fais des fois quand je me sens pas très bien, mais voilà, c'est beaucoup moins récurrent. Avant, pendant longtemps, c'était au moins une fois par week-end. Et du coup, là, de vraiment avoir du temps en journée, de pouvoir faire des trucs, d'avoir aussi des espaces de création. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça m'a ouvert un accès de moi à moi-même à un côté créatif que je pense j'avais pas le temps de nourrir avant. Parce que ça me prenait trop de temps d'aller au bar et d'avoir la gueule de bois. Et dernier truc, c'est la stabilité émotionnelle. Enfin, ça, c'est le plus grand cadeau que la sobriété m'offre. Je pense c'est de me sentir vraiment stable avec mes émotions. Et ça veut pas dire que j'ai pas de moments. Genre ce matin, je me suis réveillée en gueule de bois électorale. Voilà, j'ai aussi des gueules de bois, mais qui sont dues à d'autres choses. Mais principalement dans ma vie, il y a quelque chose de très stable et de serein, en fait. Et je pense que ça a énormément aussi adouci les relations avec ma partenaire, où je pense que c'était elle qui prenait pas mal de ma colère post-soirée. Et ça, c'est très doux, quoi. Je te rejoins pour la stabilité émotionnelle. C'était la fin des roller-coasters émotionnels en tant que petite hypersensible. J'ai quand même vu un grand changement, même si tout est toujours très intense. Et ça a baissé aussi mon anxiété, ça m'a permis de pouvoir aussi de développer d'autres stratégies compensées par la fuite à travers les addictions. En fait, ça m'a permis de pouvoir aussi me dire que je pouvais me reposer sur moi-même tout en prenant soin de moi et en faisant des choses qui me faisaient du bien et que j'aimais et qui m'apportaient de la joie, comme alimenter ma créativité. Et du coup aussi une meilleure écoute de soi et d'accepter ses émotions, de pas vouloir les mettre sous le tapis ou de les fuir. Et c'est dur. Mais en vrai, voilà, après, une fois que tu les processes, il y a un truc de ok. Genre, c'est quand même des bonnes boussoles en fait pour t'expliquer ce dont tu as besoin. Ce que je répète tout le temps, médiation. Et du coup, il faut se l'appliquer aussi à soi. Et donc, c'est ça un truc, c'est que ce truc de moi, j'avais un truc davantage aussi d'apprendre, continuer à m'apprendre à me connaître et pouvoir me reposer sur moi et d'être une bonne ressource pour moi-même. Je suis ok et j'ai la capacité de pouvoir demander de l'aide quand ça va pas, mais j'ai aussi vécu seule et du coup de pouvoir aussi développer ça pour soi. Et ça m'a été, j'ai trouvé ça très précieux, quoi. De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. On est aujourd'hui à l'antenne pour parler de sobriété. Avant la pause musicale, on a parlé de tous les avantages qu'on a découverts en pratiquant le sans-alcool. Pour continuer sur cette dernière partie, j'aimerais vous lire un autre texte qui parle d'errance médicale, toujours dans ce magnifique zine qui s'appelle Fracasse. Je vais vous lire un extrait d'un témoignage d'une personne qui s'appelle Charlotte, qui a 37 ans et qui se définit comme... c'est une personne qui a commencé à boire à 14 ans et qui a bu tous les jours depuis des années jusqu'à ce qu'elle arrive au point de non-retour qui a bien fait mal. Ce sont ses mots. Contre l'errance médicale. La première médecin généraliste à qui j'ai parlé de mes questionnements sur l'alcool m'a dit « Non mais vous ça va, vous êtes une jeune femme, vous buvez pas seule par exemple. » Je buvais tous les soirs, seule, depuis des années, avec minimum 2 grosses cuites par semaine. Elle m'a fait la leçon en me disant d'arrêter ça immédiatement,
Puis quand j'ai essayé de faire un break, je me suis retrouvée à faire des crises d'angoisse à répétition. Elle a refusé de me prescrire des anxiolytiques car je lui avais aussi mentionné que ça m'arrivait de consommer d'autres produits et que donc, en tant que personne à problème d'addiction, je n'avais pas le droit à ce type de médicaments dont je serais incapable de gérer la consommation. Je suis partie sans aucune autre alternative. Ça faisait pourtant des années que j'avais du Xanax sur moi sans jamais avoir eu de pulsion de consommation avec l'alcool. Alors oui, par contre, c'est clair que les anxiolytiques présentent des risques d'accoutumance et qu'il faut à la fois se connaître et être bien suivi. Mais tout ce que je sais, c'est que ça m'a pas aidé d'en parler avec cette médecin. J'ai encore plus galéré avec ma conso et je me suis sentie encore plus perdue. Je dois avouer qu'en parallèle, ça n'a pas été évident avec mon entourage non plus. Pour certaines, c'était trop confrontant. Pour d'autres qui n'avaient pas de problème d'addiction, c'était parfois incompréhensible et ça donnait lieu à du jugement ou une forme d'impatience du genre « si t'arrives pas à gérer, t'arrêtes direct, non ?» Voilà pourquoi je trouve que c'est hyper important de trouver des interlocuteurs, interlocutrices bien ouverts et ouvertes d'esprit et ou qui ont une vraie expérience et connaissance de l'alcool. Qu'elles soient consommateurs, consommatrices ou addictologues. Parce qu'un ou une addictologue compétente ne va jamais t'imposer d'arrêter de boire. Et si jamais tu as des galères de santé qui t'y obligent, elle t'aidera avec une compréhension fine de ce que ça peut impliquer si l'alcool est important pour toi. Surtout avec un ou une addicto, il peut se passer un truc un peu magique. 0 jugement, 0 incompréhension, 0 choc. C'est pas pour rien si l'alcool est parfois central dans nos vies. Ça touche à tout. À nos émotions, à nos traumas, à nos rapports à nous-mêmes, aux autres, notre sexualité. Et en parler parfois, c'est le début d'un truc plus grand. Poser un regard clair sur ce qu'on vit, comment on le vit, et de quoi on a vraiment besoin. Ça me tenait à cœur de vous partager ce témoignage, car je trouve qu'il souligne l'importance de ne pas se sentir jugé quand on a envie ou besoin d'en parler, de ce qui ne va pas, et de ce qui peut faire honte, et quand on a envie d'être aidé. Parce que c'est si compliqué, et qu'en fait, partager ces zones d'ombre, ces frasques, sans avoir quelqu'un qui écarquille les yeux, qui est là, oh là là, et c'est aussi qui peut t'amener à... C'est ce qui t'amène petit à petit à des questionnements sur comment tu bois, pourquoi tu bois, et pour t'orienter vers des spécialistes comme un psy, peut-être, si ça te parle, afin de ne pas être trop dur envers toi-même, en fait. Je voulais aussi qu'on partage, en fait, qu'il existe de nombreux groupes et permanences de support. J'en ai listé quelques-uns. Et du coup, c'est pas du tout exhaustif. Donc, c'est des associations et des ressources qui sont à Toulouse. Y a les permanences des alcooliques anonymes. C'est sans inscription, sans rendez-vous, sans engagement. Et les réunions sont ouvertes à toute personne qui souhaite arrêter de boire. Oui. Ouais, juste pour ajouter un truc sur les alcooliques anonymes, là j'écoutais pas mal de podcasts sur la sobriété et il y a plein de personnes qui se sentent pas légitimes, qui se disent mais moi je suis pas alcoolique, nanana. En fait, il y a aucune légitimité à avoir pour aller à une réunion des alcooliques anonymes. C'est vraiment ouvert à tous et c'est même ouvert aux proches des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool. Trop bien, merci. Il y a aussi Queer Sex Prod, qui sont des permanences communautaires queer LGBTQI+, pour usagers et usagères de prod, donc de produits. C'est une permanence de réduction des risques liés aux consos et aux pratiques sexuelles. Donc on y trouve des espaces de convivialité, d'échanges entre pairs, dans l'info, du matos, de réduction des risques, des dépistages, de l'analyse de produits, enfin plein de choses, et aussi pas mal sous forme de discussions collectives, d'ateliers, de pratiques et de séances de sensibilisation et de sorties culturelles. Il y a aussi le XAPA de Toulouse. Voilà, ça c'est ce que j'ai noté, mais il me semble aussi qu'il y a une info ligne qui s'appelle Info Alcool, qui est comme un numéro vert qu'on peut appeler. Mais voilà, tout ça, ce sera noté dans les ressources du podcast. Et du coup, on arrive à la dernière question de cette émission. Est-ce qu'il y a des ressources, livres, podcasts, séries qui vous ont marqué et qui vous ont amené à réfléchir à cette question et que vous aimeriez partager aux auditrices ? Oui, la revue dont je vous ai un peu lu des extraits qui s'appelle Fracasse. Il y a aussi un tout petit fascicule fanzine que j'ai lu qui s'appelle Alcool, nous avons un problème, qui est super parce que c'est assez court, c'est très concis, ça aborde pas mal de sujets, de Camille Emmanuel.
Des podcasts, moi j'ai commencé à écouter Dernier Verre de Marianne Moing, j'espère que je prononce bien, qui est vraiment super. Voilà, parce que j'en ai écouté plusieurs. Et lui, tout de suite, ça m'a parlé. Je me suis dit que t'aimerais beaucoup, Amy. Il y a aussi ceux de Vivons heureux avant la fin du monde d'Arte Radio que moi j'aime beaucoup écouter. Ouais, du coup. Moi, là, j'ai rien qui me vient de spécifique lié à l'alcool. Ok. Moi, j'ai lu Jour Zéro de Stéphanie Braqueuet. Du coup, Jour Zéro, c'est le jour où elle a arrêté de boire. Et elle fait donc un journal de bord presque tous les jours, en tout cas au début, et puis après, ça se passe un petit peu plus, mais sur la première année. Et tout, du coup, son processus intérieur, extérieur, les expériences avec ses proches, avec elle-même. Et je l'ai trouvé très intéressant. Quelques problématiques de racisme, mais bon, voilà, sans surprise, finalement. Celui de Claire Touzard, que je viens de commencer, qui s'appelle Sans alcool. Et que je trouve aussi intéressant parce qu'elle emmène cet aspect dont on a un peu parlé, mais que j'aimerais bien creuser aussi dans un deuxième épisode, mais l'aspect de l'environnement et de toutes les causes sociales qui amènent à boire, et pour sortir un petit peu de la responsabilité individuelle. Et le podcast Sobre, qui est beaucoup axé sur les témoignages, qui moi, me font du bien. En fait, ça me permet vraiment de pouvoir faire une relecture de ma vie sous le prisme de l'alcool, de revisiter des moments, de comprendre des choses. Et aussi celui de Arte Radio Vivons heureux avant la fin du monde, pour surtout les parties sur le fonctionnement physiologique, le fonctionnement du cerveau et du corps, qui moi m'ont beaucoup éclairé. En fait, ça m'a fait du bien de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi aussi, pour me soutenir dans mon arrêt, quoi. Ouais. Et moi j'ai oublié des assos, mais dont j'en parlerai notamment là en plus en descriptif, mais je pense à Clément Cisor et à Arpad aussi, en association, qui peuvent accompagner les addictions. Et moi il y a une série que j'ai vue qui parle, dont le personnage principal est alcoolique, a un problème avec l'alcool, c'est Empathie. C'est une série canadienne, québécoise. Voilà, je vous la conseille, elle est absolument géniale. Ça faisait longtemps que j'avais pas avalé autant d'épisodes, et qu'à la fin tu finis avec t'es traversé par plein d'émotions, et je l'ai trouvée très touchante, très juste. Voilà, c'est une super série. La première série de la même réalisatrice, qui s'appelle M'entends-tu, parle également énormément des problèmes d'alcool, notamment liés à la violence, et comme compensateur, je sais pas comment on dit, pour compenser la violence qu'on vit. J'ai l'impression que c'est un sujet récurrent chez cette personne, qui est effectivement génial. Merci. On arrive à la fin de notre émission consacrée à la sobriété. Pourquoi faire ce choix et comment est-ce qu'on le met en place ? Le podcast sortira en 2 épisodes et sera disponible sur YouTube, Spotify et le site de Canal Sud. Un immense merci à Mag, notre invitée, de nous avoir partagé ses connaissances et ses expériences sur le sujet. Auditeuristes, si vous souhaitez aller plus loin, on mettra en descriptif du podcast toutes les ressources citées. Notre prochaine émission aura lieu le 20 avril. Merci pour votre écoute, un grand merci à Claire à la régie, et à bientôt. On se quitte en musique avec l'artiste Mahalia et sa chanson Sober, sortie en 2022. C'est une chanson intime et mélancolique qui aborde la fin d'une relation toxique avec une métaphore puissante, l'alcool comme symbole de dépendance affective. Une chanson qui parle à quiconque qui a déjà idéalisé un amour avant de réaliser, une fois sorti de l'emprise, à quel point la relation était déséquilibrée ou néfaste. On écoute Sober. Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover, and boy, it's hurting my head. It's the middle of October, and we just came to an end. I'm just sorry that there ain't no time left.
this ain't right now. You said it was a vibe for the time being. It was nothing more, but I just couldn't see it. This is not a song for the whole world. Felt like it could have been us against the whole world. Maybe you were mine and I was your girl. Whatever happened to the time that we spent sober? I take back what I said. I'm sitting with this love hangover. Boy, it's hurting my head. It's the middle of October. We just came to an end. I'm just sorry that there ain't no time left. You and I were over. Me and you are done. When I wanted to be closer, you just wanted to run. Though I know it's no one's fault. If I've learned anything at all with us, no matter how I add it up, 1 + 1 is none. I've been at this party for some time now, sipping on Bacardi till it runs out. You are in the corner with your head down. I don't even wanna know what that's about, 'cause you're the one that's always getting too wasted, and I'm the one that's never that intoxicated. Tonight I'm in my feelings, oh I'm faded, but I don't wanna think about the complicated. Oh, young love got me feeling like I can't get up, wishing for it, but it never left. I thought we'd be together, oh it ended so fast. Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover. Boy, it's hurting my head. It's the middle of October. We just came to an end. I'm just sorry that there ain't no time left. You and I were over. Me and you are done. When I wanted to be closer, you just wanted to run. Though I know it's no one's fault. If I've learned anything at all with us, no matter how I add it up, 1 + 1 is